Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Centre Culturel Hellenique, έχει την τιμή να παρουσιάσει το Διευθυντή του Μουσείου του Λούβρου και σπουδαίο φιλέλληνα Ζαν-Λικ Μαρτινέζ στη σειρά προσωπικότητες για το μήνα Μάιο. Ο βραβευμένος για το ασίγαστο του πάθος, σπουδαίος αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, μπροστά από το εμβληματικό γλυπτό της νίκης της Σαμοθράκης, αναφέρεται διεξοδικά στη συμβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτός ο κοσμοπολίτης μιλά για τις ευρωπαϊκές αξίες, στη βάση των οποίων βρίσκεται η αρχαία ελληνική τέχνη και φιλοσοφία και τονίζει παράλληλα τη σημασία της ελληνικής επανάστασης για τη δημιουργία της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας. Μιλώντας για την Ελλάδα, ο κύριος Μαρτινέζ τονίζει ότι όποιος δεν έχει πάει στην Ελλάδα δεν είναι Ευρωπαίος. Ευχαριστώ από καρδιάς τον κύριο Νίκο Αλιάγα, ο οποίος δεν χάνει στιγμή να αποδεικνύει τα πατριωτικά του αισθήματα. Ο εορτασμός των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία εδώ στη Γαλλία, γιατί ο γαλλικός λαός και οι φιλέλληνες, εμφορούμενοι από τις διαχρονικές αξίες και ιδεώδη της αρχαιότητας, επέβαλαν ένα ευρωπαϊκό κίνημα στήριξης στον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. Μία από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 ετών είναι η επικείμενη έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου με τίτλο «Παρίσι-Αθήνα», την οποία επιμελείται ο Διευθυντής του Μουσείου, κύριος Μαρτινέζ. Ο πολιτισμός και η τέχνη είναι δύο από τις εκφάνσεις που συνεχίζουν να συνδέουν τις δύο χώρες μας με το νήμα της ιστορίας. Merci de nous recevoir, Jean-Luc Martinez, dans cette enceinte magnifique. Bienvenue. Qu'est le Louvre. Merci infiniment. On est content d'être là avec Katerina Axila, qui est la présidente du Centre culturel hellénique. Merci. Et c'est vrai que nous sommes dans une démarche amicale entre les deux pays, la France, la Grèce, la culture, l'histoire, l'archéologie. La dernière fois que je vous ai vu, c'était le 25 mars, lors du bicentenaire du coup d'envoi de la Révolution grecque. J'étais très content d'être là. C'était fort, c'était intense. Ouais, très beau moment. Vous avez visité l'exposition de la Pinakothèque à Athènes. Et puis j'ai surtout revu des collègues, des amis, parce que la Grèce c'est ça aussi. Oui, et puis vous êtes un homme de terrain à la base. Aujourd'hui vous êtes président du Louvre et administrateur de beaucoup de choses autour du Louvre. Et en même temps vous avez commencé en grattant. À Délos et à Delphes. Oui, je ne suis pas le seul directeur de musée à être archéologue de formation. Il y en a plusieurs, plusieurs de mes collègues sont comme ça. Mais c'est vrai que cette formation-là d'archéologue, elle nous ancre dans la réalité. Parce que gérer un musée, c'est quand même gérer beaucoup de monde. Et combien de personnes? 2300. Nous sommes 2300. Donc, mais parce que vous savez, on reçoit, quand il y a du monde, on reçoit entre 30 et 50 000 personnes. Hein. Donc c'est une ville importante, le Louvre. Oui, c'est une ville. C'est une ville avec près de 10 millions de visiteurs par an. Oui, 10 millions à peu près. Donc je vous dis des jours à 50 000. Hein, 50 000 visiteurs, ça veut dire qu'il faut les recevoir, les accueillir, que leur visite reste un beau souvenir. Ça fait combien de temps que vous êtes fermé là, monsieur? Alors on est fermé depuis le mois d'octobre, donc puisque la France n'a pas rouvert ses musées, donc contrairement à d'autres pays européens. On doit rouvrir là le 19 mai. Donc, vous êtes impatient? Très impatient parce que notre métier, vous voyez, c'est pas des espaces vides. Hein. Notre métier, c'est de faire que cette beauté-là qu'on entretient, elle soit pour tout le monde. Donc, on n'a jamais autant parlé du manque de la culture dans le quotidien des Français et puis par extension dans d'autres pays. On n'a jamais autant parlé des musées depuis qu'ils sont fermés. Vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse, hein, quand la personne dont vous êtes amoureux, vous vivez avec elle tous les jours. Bon, bah voilà. Est-ce que vous lui dites tous les jours que vous l'aimez? C'est banal. Mais quand elle s'éloigne, quand vous, pour des raisons professionnelles, voilà, il y a une petite séparation, ben voilà, là, c'est là que le manque. C'est un peu pareil avec les musées. C'est-à-dire qu'on avait oublié combien les fréquenter, parce qu'au-delà du musée, c'est aussi toutes ces œuvres de création du passé, du présent, combien ça nous construit, ça construit son existence, son imaginaire. Parce que nous ne sommes pas que des
décor, même si nous sommes décor. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est du domaine de la relation amoureuse. C'est une jolie image, puisqu'on vous parlez d'une relation effectivement presque amoureuse entre la culture et le public, et puisqu'on parle de cette relation qui est puissante entre la France et la Grèce, quelle autre personne que notre ambassadrice, Madame l'ambassadeur de Grèce en France, Madame Balda, merci d'être avec nous. Merci à toi, Nikos. Bonjour, Monsieur Madame la Martinez, Caterina. Ça vous fait quoi de venir au Louvre? J'imagine que la première fois que vous êtes venu à Paris et que vous avez visité le Louvre, ça a été quelque chose d'intense et vous n'étiez pas ambassadeur à l'époque. Non, pas du tout. J'étais un enfant et c'était une grande émotion qui perdure dans le temps Oui. en regardant ces statues-là, C'est qui vrai. est la Grèce et qui est au centre de ce musée, le plus beau musée du monde. Et le plus grand du monde, Alors ça, elle reste avec moi pour toujours. pour toujours. Oui, parce qu'en fait, vous avez parmi les stars que vous présentez, entre guillemets les stars, je me permets ce terme, Jean-Luc Martinez, il y a la Joconde, il y a la Vénus de Milo et la victoire de Samothrace, c'est le triptyque. Une italienne, deux grecs. Ouais, on est pas mal. C'est pas mal. C'est le sud de l'Europe qui est toujours présent. Ça, c'est vraiment l'ADN de ce musée, hein. Les Français ont choisi de vénérer, d'adorer la Grèce et l'Italie. Ouais. Voilà. Donc c'est un choix de ce pays, étonnant, parce qu'ils auraient pu mettre la France au centre du plus grand musée français. Non, non, ils ont choisi vraiment de rendre hommage à cette terre particulière qu'est la Grèce. Comme ça l'a été aussi à la Renaissance. En fait, on est raccord, l'espace-temps n'est pas linéaire dans un musée. Mais je souligne que c'est vraiment un choix français, hein, Ouais. donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musées qui ont mis à ce point la Grèce au cœur de leur collection. Caterina Xyla, qui est la présidente du Centre culturel hellénique, vous avez travaillé et participé à la rénovation de la statue effectivement. À l'époque, de Samothrace. le centre culturel a participé à la rénovation de la statue. C'était très émouvant de voir que des donateurs de partout dans le monde ont participé, pas forcément des Européens ou des Français ou des Grecs. C'était étonnant. Je crois d'ailleurs que c'était les Japonais, le premier donateur à l'époque. Et aujourd'hui, le Centre culturel, en relation avec la Fondation hellénique pour la culture. Nous avons voulu justement rencontrer Jean-Luc Martinez, qui est non seulement un archéologue, un historien d'art, mais un grand spécialiste de la sculpture grecque antique. Et c'est pour cela que nous avons voulu vraiment vous rencontrer pour parler de ce musée, pour parler de votre relation avec la Grèce, avec la culture, et aussi un peu les prémices de cette exposition qui commencera, je crois, si le Covid nous le permet, au mois d'octobre. Ouais, le grand événement du Louvre et de la Grèce. Et le titre, c'est Paris-Athènes. Paris-Athènes, tout simplement. Tout simplement. C'était aussi un livre de Vassilis Alexakis. Excellence, vous en souvenez, paix à son âme. Ça doit être impressionnant, j'imagine, pour vous quotidiennement, de passer devant ces chefs-d'œuvre, Ça reste, même après tant d'années. Ah oui, ça reste toujours des beaux moments. Moi, je ne suis pas blasé. Vous voyez, je suis passé, parce que là, il y a beaucoup de travaux là, Ouais. pour préparer la réouverture. Et à chaque fois que je passe, c'est quand même un lieu Il se passe incroyable. quelque Quoi. chose. Ouais. C'est quand même ça, c'est quand même incroyable. Ah ouais. Parce qu'on voit bien que c'est à la fois d'abord une connaissance de l'île même de Samothrace, parce que comme vous le savez, c'est une île très très montagneuse, voilà, donc, et la volonté de... Parce que la sculpture est exceptionnelle, mais le lieu est exceptionnel. Aussi. C'est l'ensemble qui fait que voilà, ça reste en effet un souvenir de visite au Louvre, impressionnant. Vous me disiez il y a quelques instants que vous n'étiez absolument pas blasé, qu'à chaque fois c'est un émerveillement d'être dans un endroit tel que le Louvre. Qu'est-ce qu'elle a dit de nous, cette pandémie, à l'échelle de ses œuvres ? Comme toute crise, mais la pandémie en particulier, elle nous repose des questions essentielles. Pourquoi qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Et ces œuvres qui parlent des civilisations, des millénaires, voilà, ces œuvres, elles nous disent le temps de l'éternité. Que finalement, nous, nos petits problèmes, que la pandémie, la Covid, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, ce ne sera même pas une ligne dans un livre d'histoire, alors qu'elles seront toujours là.
Et c'est presque un miracle de les avoir, quand on sait qu'elles ont survécu aux guerres, aux vanités humaines. Du coup, ça dit aussi que derrière, elles sont là parce que des hommes aussi les ont aimées, les ont cherchées, les ont choyées, les ont restaurées. Voilà. Ça dit aussi cette longue chaîne humaine, ces œuvres d'art. Qu'est-ce qui vous relie, Jean-Luc Martinez, au premier président du musée du Louvre? Le lieu. Le palais, qui est c'est pas un musée comme un autre parce que c'était pas un musée. Et même si on connaît pas l'histoire de ce lieu, on sent qu'il y a beaucoup d'histoire, beaucoup d'affectifs. Et voilà, Denon, le premier directeur, c'était un artiste. Ce musée à cette époque, il était fait pour les artistes. Aujourd'hui, c'est pour tous les publics. Et vous êtes un archéologue à la base? Oui. Historien de l'art. Oui, donc, et PDG. Oui, PDG, c'est bizarre. Mais en effet, président-directeur, c'est parce que je dirige un établissement public, c'est une structure administrative française. Et comme je le disais, on est très nombreux. Voilà, c'est aussi, le Louvre, c'est 240 millions d'euros de budget par an. Donc c'est énorme. C'est 2300 personnes, c'est 250 000 mètres carrés de plancher, c'est 23 hectares. On a un parc, le parc des Tuileries. Voilà. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un souci à régler? Voilà, donc c'est que des problèmes à régler. Mais heureusement, je ne suis pas seul, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Donc, parce que tous les jours, on apprend des choses. Tous les jours. Moi, tous les jours, je vais dans les salles, voilà, parce qu'on rencontre un restaurateur, on rencontre un monteur, voilà, on rencontre un conservateur qui vous raconte quelque chose de nouveau. Donc ça reste un lieu de travail incroyable. Donc on n'a pas de certitude, c'est comme l'archéologue à la base, on n'a que des interrogations et... Ah, vous savez, c'est très simple, l'histoire, ce ne sont pas des faits, c'est que des interprétations des faits. Donc voilà, l'histoire de l'art c'est pareil. Donc voilà, ces œuvres, elles disent quelque chose, mais à chacun, et selon sa sensibilité, elles vont dire des choses différentes, quoi. Vous êtes arrivé au Louvre en 1997 ? En 96-97, ouais. J'arrivais directement d'Athènes d'ailleurs, où je vivais. Donc, vous avez vécu longtemps en Grèce ? 3 ans, de 1993 à 1996. En tant qu'archéologue, en fait. Oui, en tant que, vous savez, la France a la chance depuis 1846 donc, d'avoir une école à Athènes, installée à Athènes, donc, où, pour la formation des Français qui aiment la Grèce. Donc aussi bien antique que moderne d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des spécialistes de la Grèce moderne. Donc puisqu'on parle de culture franco-hellénique, vous en êtes aussi un des représentants par choix, par conviction. Et en tant que président du Louvre, vous êtes aussi président de l'École française d'Athènes ? Non. Administrateur ? Je suis mais ça c'est une fonction qu'on m'a demandé d'honorer pendant quelques mandats. Je suis président du conseil d'administration donc de l'École française d'Athènes. Mais ce n'est pas l'exécutif, quoi. C'est pas exécutif. Donc, voilà, j'entends. Il y a une directrice. En revanche, vous avez des amitiés réelles avec des Grecs et avec des personnes de culture. Et vous construisez des ponts d'échange. Honnêtement, on est un métier où les relations personnelles comptent beaucoup. Donc, on a l'impression, vous voyez, que les expositions, les prêts d'œuvres, voilà, c'est des choses très sérieuses. Ce sont des choses très sérieuses. Mais c'est d'abord. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est d'abord des relations et des amitiés. On a envie de faire ensemble des choses, quoi. Et moi, j'ai eu la chance de bien connaître Marina Lambraki-Plaka, qui est ma collègue de la Pinacothèque, qui est une femme exceptionnelle. Francophile et francophone. Pas seulement parce que beaucoup de mes collègues grecs connaissent bien la France, bien mieux que moi je ne connais la Grèce d'ailleurs, sont francophones, francophiles, ont une passion, voilà, une admiration pour la France, qui fait que c'est intéressant parce que je pense que ça vous fait la même chose côté grec. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils aiment tant dans la France, quoi, que je ne connais pas, voilà. Et peut-être que ça vous fait la même chose, quoi. Oui. Pourquoi tous ces gens aiment la Grèce, qu'est-ce qui... voilà. Et du coup, voilà, cette exposition qui va ouvrir au Louvre à l'automne, Paris-Athènes, c'est d'abord le fruit de ces rencontres, d'abord avec Marina pour la Pinacothèque, parce que vous voyez, il y a comme une schizophrénie, pour utiliser un autre mot grec. Oui. Donc, une douce schizophrénie. Une douce schizophrénie, c'est-à-dire que voilà, on est d'abord, moi j'étais amoureux de la littérature grecque antique, de l'art grec antique. Et puis après, quand on vit en Grèce, on se rend compte que cette culture, elle est beaucoup plus riche que cela. Elle ne se réduit pas à l'Antiquité, que la Grèce byzantine, que la richesse aussi de l'Église orthodoxe, que la littérature moderne, que tout ce passé du XVIIIe et du XIXe siècle et du XXe siècle, il est très présent.
Athènes, c'est une merveilleuse ville du 19e siècle. Une magnifique ville du 19e siècle, une des plus belles villes européennes du 19e siècle. Et avec aussi un modernisme grec des années 50 qui est passionnant. Enfin, l'ancien aéroport, mais même le Hilton, c'est foisonnant. voilà. Et tout ça, on ne l'apprend pas. Oui, on le découvre sur place. Et je pense que cette exposition Paris-Athènes, elle est liée, par exemple, la Pinacothèque, c'est un magnifique musée, mais honnêtement, la peinture grecque du 19e et du 20e siècle est largement méconnue par les autres Européens. Et donc voilà, moi j'avais envie finalement de rendre ça à la Grèce. Donc voilà, de peut-être, si j'ose me permettre cette provocation, de la sortir de cette sacralisation de l'Antiquité. Voilà, qu'en Grèce, d'abord, il y a des Grecs, il y a des gens qui ont une culture qui leur est propre et qui ne se réduit pas seulement à cette relation très particulière que vous avez avec, bien entendu, la Grèce antique. Et si, à la tête du Louvre, je peux rendre ça à la Grèce, c'est-à-dire expliquer aux autres Européens, mais quelle est cette place particulière? Alors cette place particulière, ce n'est pas que l'Antiquité, c'est aussi le fait que cette nation s'est libérée du joug ottoman au XIXe siècle et que cette guerre de libération a été, pour les Européens, un moment fondamental. Et un point de référence, puisque de toute manière, la révolution grecque s'est aussi inspirée de la Révolution française. Oui, c'est un jeu justement de miroir. C'est-à-dire que sans la Révolution française, il n'y a peut-être pas de révolution grecque, mais sans la Révolution grecque, il n'y a pas de révolution de 1830 et qui conduit à la Seconde République. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des révolutions, de ce réveil des nations au XIXe siècle doit beaucoup à la Grèce. Et il n'y aurait pas d'Allemagne, il n'y aurait pas d'Italie, il n'y aurait pas de République française sans la Révolution grecque. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Voyez. Donc, et je vous entends avec attention parce que vous parlez d'une Grèce qui est peut-être méconnue du côté des philhellènes tels que nous les connaissons aujourd'hui, qui puisent l'amour de la Grèce dans l'Antiquité, que ce soit dans les œuvres ou dans la littérature ou effectivement dans la langue, dans le grec ancien. Vous nous parlez aussi d'une Grèce, par exemple, du XVIIe siècle ou du XVIIIe, qui était une partie de l'Empire ottoman, mais dont on ne connaît pas les créations artistiques. Ce sera justement... Ça sera dans l'exposition. Une des découvertes, puisque finalement le point de vue de l'exposition Paris-Athènes, c'est de se mettre dans la peau de voyageurs, donc depuis le XVIIe siècle. L'exposition commence avec l'ambassade du marquis de Nointel en 1674-1675, qui est l'envoyé de Louis XIV, et se termine en 1919, donc juste avant la grande catastrophe, et voilà, parce qu'on a voulu trouver cette période, et en prenant finalement, en chaussant le regard de ces gens qui découvrent la Grèce. Ils ont lu Homère, ils ne connaissent pas du tout la Grèce, mais ils découvrent un autre pays, donc tout aussi riche et qui pour beaucoup va les fasciner. Donc ils vont beaucoup peindre, dessiner, voilà. Et voilà, c'est cette Grèce-là, celle que les voyageurs ont découvert, mais c'est aussi la Grèce des Grecs, parce que ce regard des étrangers que ces étrangers portent sur eux va contribuer, je crois, à façonner l'identité des Grecs, à se définir comme Grecs. Qu'est-ce qu'être grec? Qu'est-ce que la langue grecque Comment moderne a-t-elle résisté pendant 4 siècles? Voilà, et comment on transmet aussi ce patrimoine aux générations. Il y a une question de transmission très très forte dans la culture grecque, qui encore aujourd'hui, donc les Grecs de la diaspora, ils sont d'abord grecs. Donc, ou autant grecs qu'autre chose. Voilà. Mais c'est passionnant parce que vous nous parlez du regard de l'Occident qui découvre une Grèce dont il connaît la résonance dans son propre ADN sur le plan culturel, mais il découvre surtout des Grecs qui parlent une langue mais qui ne savent pas qu'ils peuvent aussi devenir un pays. Et en même temps, quand ils ne voient pas les Grecs sur place, parce que très peu sont allés et les ont vus ou dessinés, ils les imaginent. Delacroix n'a jamais vu une femme de Missolonghi. Et il a peint la Grèce sur les vestiges de Missolonghi. C'est exceptionnel, cet imaginaire qui devient finalement l'archétype. Et on finit par croire que cette femme a existé aussi. Tout à fait. De la même manière, quand il peint les massacres de Scio, il le fait d'après les descriptions, bien entendu. Mais voilà, la Grèce est capable de ça, de susciter à ce point l'imagination. Mais c'est assez fréquent dans la culture européenne, l'absence est le lieu justement de la création, finalement. Donc l'absence crée cette envie de...
Voilà. Et la Grèce de Delacroix, elle est d'autant plus vraie qu'elle est complètement imaginaire. Donc voilà, c'est la Grèce, une forme de Grèce rêvée, c'est-à-dire que c'est les héros de la résistance, c'est finalement la Grèce de Missolonghi, le tableau de Delacroix, c'est toutes les femmes violentées, mais c'est aussi tous les pays donc en guerre. Voilà, c'est devenu une allégorie de beaucoup de choses. Et à ce moment-là, c'est cette Grèce qui inspire aussi la France. Ouais. Oui, parce que finalement, donc ces événements des années 1820, ils ont vraiment résonné pendant toutes les années 1830 et 1840. Hein. Il y a eu et cela il faut le rappeler, hein, la révolution grecque a été une des premières révolutions de l'ensemble des nations européennes, de ce réveil des nations, qui est lié aussi à l'effondrement de l'Empire français. Hein. Donc c'est parce qu'il y a eu ce rêve français d'un empire européen qui s'est effondré en 1815 que ces nationalistes se sont réveillés. Donc c'est extraordinaire parce que j'entends le président du Louvre, vous êtes le premier conservateur de France, entre guillemets, et pas seulement, mais qui me parle d'une culture vivante, d'une culture à travers l'histoire de l'art et l'histoire avec un grand H, qui fait les peuples et qui cimente les relations entre les peuples. Vous me parlez de vivant et d'histoire, alors que vous pourriez juste me dire nous avons des chefs-d'œuvre et nous sommes fiers de les avoir. Oui, mais on est aussi, vous savez, l'être humain est très complexe, nous sommes aussi le fruit d'une histoire, d'un imaginaire. Et je pense qu'il y avait une très belle initiative de la communauté européenne à un moment donné qui était que chaque pays européen raconte l'histoire d'un autre pays européen. Vous voyez ? Et c'est vrai que bon, c'est un peu particulier. Moi, je suis français d'origine espagnole et spécialiste de la Grèce antique. Vous voyez, donc ça commence à faire beaucoup de mélange. Voilà. Et je vois que ces trois pays qui me sont chers, l'Espagne, donc la Grèce et la France, eh bien, ils ont des imaginaires complètement différents. Voilà. Donc, et je pense qu'on peut être riche des cultures des autres de cette manière-là. Mais ça suppose que, bon, voilà, ça veut dire quoi être grec aujourd'hui, en 2021 ? Ou espagnol, ou donc, français. Ou espagnol. Ou voilà. européen. Ouais. Ou européen, voilà. Et je pense que ça c'est intéressant. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'a jamais autant parlé des musées et de la culture en pleine crise de pandémie, alors que c'était considéré comme quelque chose, un hobby avant ou quelque chose de complémentaire. Est-ce que l'apaisement de nos sociétés passera par la culture ? Alors, je crois que, je ne suis pas naïf, hein, mais je pense que vraiment la culture, les musées ont un très grand rôle à jouer. Je trouve qu'en Europe, on a sous-estimé politiquement l'importance de l'identité culturelle de l'Europe. Alors on le voit, hein, quand on est en Amérique, donc j'aime beaucoup les États-Unis, le Canada, etc. Mais c'est une autre culture. Donc en Afrique ou en Asie, c'est vraiment une autre culture. Et on s'en rend compte quand on voyage beaucoup, comme vous et moi. Vous voyez, j'ai une fascination pour la culture japonaise, parce que c'est les plus belles cultures du monde. Pour autant, ils ne pensent pas comme on pense en Europe. Et donc, je pense que vraiment, dans les années qui viennent, la culture va contribuer à la construction d'une identité européenne. On se rend mieux compte de ce qui nous unit. Bien entendu, parce que entre un Allemand et un Italien, il y a des différences, mais je vous assure qu'il y a beaucoup moins de différences qu'entre un Européen et un Japonais. C'est une évidence de le dire comme ça. Mais quelles sont nos valeurs ? Nos valeurs, elles passent par cette production artistique exceptionnelle. L'art européen, si vous mettez ensemble les génies de la Renaissance italienne, de la Renaissance allemande, de l'impressionnisme français, enfin je mélange tout, vous voyez, voilà, et vous vous rendez compte que ce petit bout de cette péninsule européenne, elle a produit parmi les plus grands génies de l'humanité. Donc au bout d'un moment, il faut en être fier. Ça ne veut pas dire que les autres cultures ne sont pas intéressantes, mais vraiment, je pense que toutes les questions, vous voyez, des questions aussi brûlantes d'actualité que la migration, donc le sort des étrangers en Europe, mais aussi de la place de la femme ou de la maladie. Ben, je pense que les musées, les œuvres d'art, voilà, le rapport à la mort, voilà. Je pense que la culture, alors les musées avec les arts figurés, mais aussi la littérature, la musique, ont quelque chose à dire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Vous allez rouvrir tranquillement, on va dire, le 19 mai. Il y a vraiment beaucoup d'attentes. Et j'imagine aussi votre impatience.
Comment avez-vous gardé le lien pendant ces mois où il n'était pas possible de se rendre? Alors, d'abord, il a fallu garder le lien en interne, voilà, de me faire vivre cette ville Louvre, parce que pendant longtemps, les gens ne sont pas venus au musée. Et là, c'est vrai qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, oui. L'invasion du numérique. Le numérique a été vraiment une aide. On a fait tous collectivement des espèces de pas de géants, et on a maintenu le lien avec le public aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que par exemple, la fréquentation des réseaux sociaux du Louvre a été multipliée par 400. Vous imaginez, c'est considérable. Une chose incroyable. C'est-à-dire que le simple fait de montrer des images, hein, donc du coup, on a produit des petits films. Donc voilà, montrant des salles du musée, etc. Et le service ici ont eu l'idée aussi de mettre simplement quelques mots en langue française ou en langue anglaise, et ça a été vu par des millions de gens. Et donc ça dit quelque chose quand même de la recherche. Vous voyez, on critique souvent ces nouveaux moyens de communication, mais s'ils sont utilisés à bon voilà, escient. On a à portée de clic. Moi-même, j'ai pas pu aller autant que je le voulais en Grèce, par exemple, en 2020. Donc voilà, parce que j'y suis allé en février avant que cette crise n'éclate véritablement. Et puis je suis rentré précipitamment justement parce que la crise commençait à arriver en France. Donc d'habitude j'y vais l'été, etc. Donc là, je ne suis pas allé. Et grâce au numérique, vous voyez, je suis quand même allé. Donc c'est-à-dire que j'ai pu revoir des sites. Suivre l'actualité aussi de mes collègues des musées, etc., grâce au numérique. Donc je pense que le lien, on peut le faire aussi de cette manière-là, qui est un autre lien. Et il n'a pas été rompu, parce qu'il y avait un besoin de toute manière. Non, voilà. Mais on a appris aussi, je pense, de cette crise à raconter des histoires. Ce que ne faisait pas complètement. Là, on vient de lancer un nouveau site Internet. Le fruit, par exemple, de la crise pour le Louvre, c'est qu'en mars, on a ouvert un nouveau site Internet du musée, que je vous invite à visiter, donc, où on a mis en ligne aussi les collections du Louvre, hein, c'est la première fois, hein, donc près de 500 000 œuvres du Louvre sont aujourd'hui accessibles pour tous, donc voilà, avec des images, avec des textes, etc. Et ça, c'est le fruit d'abord du travail du moment du confinement, mais aussi de la volonté de rendre accessible le Louvre à des publics éloignés, parce que c'est vrai que les Français, les Européens vont, je pense, assez rapidement revenir au musée, sans doute dès cet été, avec la vaccination. Mais le public des États-Unis ou australien, je pense qu'on va attendre un peu. Ils vont attendre. Nous, comme en Grèce, on sera prêt à les accueillir, mais je pense que ce public-là, touristique, il va attendre 22, voire 23. Donc en France, on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques en 24, qui permettra peut-être de faire revenir de relancer ce tourisme. Mais voilà. Or, voilà, il faut aussi servir, il faut cultiver ce désir du Louvre au Japon, aux États-Unis, et, voilà, et simplement par des images et des récits aussi, raconter des histoires. 10 millions de personnes par an. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est complètement fou. Hein. Oui. Non, enfin, je pense qu'il y a... C'est un pays, c'est la Grèce chaque année, c'est l'ensemble des habitants presque de la Grèce qui chaque année... Je pense que s'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on avait prédit ça, on aurait dit c'est pas possible. Voilà. Après, on n'est pas dans une course. Oui. C'est aussi d'abord Paris, parce que Paris est devenu la ville la plus visitée en Europe. C'est aussi la France qui est le pays européen qui était le pays européen le plus visité. Donc il y a ça, c'est un tout. Et au sein de la France, le pays le plus visité au monde, de Paris, la ville la plus visitée au monde, il y a le Louvre, le musée le plus visité au monde. Très vite, d'ailleurs, les Chinois vont nous dépasser, si on parle comme cela. Ne serait-ce que parce que leur bassin de population fait qu'à Pékin, le musée national de Pékin va devenir le musée le plus visité du monde. Mais le musée le peut parce que c'est très très grand ici. Chaque année, ce sont 10 millions de personnes, de visiteurs qui viennent au Louvre. Comment on gère ça ? Je pense qu'on peut accueillir autant de monde, d'abord parce que c'est très grand, mais en ayant le souci de l'accueil. Je pense que la révolution du Louvre, elle est là. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a eu cette première expérience au musée. Moi, c'était à 11 ans, devant la victoire de Samothrace, quoi. Et on a envie de donner ça aux gens. Oui. Là, vous étiez sur ces marches à 11 ans. Oui. Donc, il y a fort longtemps sans maintenant. savoir qu'un jour, sans espérer qu'un jour, vous en seriez le président. Non. Mais vous voyez, cette histoire-là, on a envie qu'elle se répète. Donc moi, ce que j'arrête pas de dire aux équipes, c'est imaginez que c'est la première fois, parce que beaucoup de nos visiteurs viennent dans ce musée pour la première fois, et il faut que ça reste un souvenir inoubliable, quoi. Et alors c'est vrai quand il y a beaucoup de monde, mais moi, contrairement à beaucoup de gens, je pense qu'on vient au musée aussi pour rencontrer les gens. Le plaisir de la visite au Louvre, c'est qu'il y a le monde entier. Il y a le monde entier par les œuvres d'art, par les civilisations qui sont présentes, mais il y a aussi
Oui. C'est un des lieux où vous rencontrez des Coréens, des Chinois, des Allemands, des Grecs, des Russes. C'est la trêve mondiale, tout le monde est là. Du coup, ça fait partie du plaisir, quoi, d'être dans ce lieu où les collections sont universelles, mais où le public est universel. C'est intéressant. Donc, et ça, c'est aussi un avènement d'une chose. On parle beaucoup des méfaits de la globalisation, ça c'est un bel effet. Donc les musées sont des lieux où on peut rencontrer les autres, quoi. Et pas de manière artificielle. Parce qu'ici, les gens sont en famille, entre amis. Voilà. Donc, et moi, je vais souvent dans les musées. Il y a aussi beaucoup de parcs d'attractions, etc., qui créent ça. Hein. Donc voilà, aussi cet effet-là. J'aime beaucoup les parcs d'attractions aussi. Ben, c'est un lieu où on rencontre les gens. Un lieu d'échange, de rencontre. Et un lieu de souvenirs qui restera gravé pour toute la famille. On parlait du bicentenaire de la Révolution grecque, on parle aussi des 200 ans de l'arrivée de la Vénus de Milo dans nos vies. Dans nos vies, nous, depuis le 19e siècle. Qu'est-ce que vous allez faire pour justement, cet anniversaire ? Cette exposition Paris-Athènes, là, elle est aussi une réponse à cela, qui est, mais pourquoi y a-t-il la victoire de Samothrace et la Vénus de Milo au Louvre ? Pourquoi l'art grec a été à ce point mis au cœur de ce musée ? Parce qu'il y a une histoire de gens qui ont considéré que cet art-là, il était au-dessus de tout. Voilà. Et donc, c'est pas un hasard que la Vénus de Milo, découverte en 1820, enfin vous connaissez l'histoire, disputée, donc le grand amiral de la flotte, l'amiral Mourouzi qui veut l'acheter, voilà. Et finalement, c'est les Français qui l'obtiennent. Bon. Toute cette histoire rocambolesque, diplomatique, etc., elle arrive à un moment particulier. Si cette statue est si célèbre, c'est qu'elle a été l'ambassadrice de la Grèce, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est la Grèce qui arrive au Louvre, c'est la Grèce qu'on accueille. Enfin, et artistiquement, qu'est-ce qu'elle a qui les rend tous dingues ? D'abord, ça aussi c'est très européen. C'est un demi-nu féminin. Enfin, c'est un nu féminin, même si elle n'est qu'à demi. Il n'y a pas tant de cultures qui mettent à ce point en valeur le corps féminin quand on regarde bien. Donc, voilà. Et donc ça n'aurait pas été la même chose. Imaginez si on avait trouvé à Milo, je ne sais pas, une statue d'empereur romain. Bon, elle n'aurait pas été la même célébrité, vous voyez. Ouais. Le fait que c'était une femme et une déesse, une Aphrodite, regardez toute la littérature, enfin les poèmes qu'on a écrits sur son corps. Voilà, on parle d'autre chose, quoi. On parle du désir amoureux, de la sensualité. La matrice. Donc, par exemple, il y a beaucoup de commentaires sur son ventre, vous voyez. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle du ventre d'une femme, de sa mère, de sa femme, de son amante, voilà. Donc, et donc il y a tout ça, il y a tout ce rapport charnel avec cette statue. Plus d'ailleurs qu'avec la victoire de Samothrace, alors que honnêtement d'un point de vue de spécialiste de la sculpture grecque, la victoire de Samothrace est beaucoup plus exceptionnelle. Vous parlez de son drapé. Voilà, de son drapé, mais même techniquement, c'est une virtuosité. Enfin, ce monument est vraiment un des sommets de la sculpture mondiale. Ce que n'est pas complètement la Vénus de Milo d'un point de vue de la pure technique de la sculpture, quoi. Avec la Vénus de Milo, c'est autre chose. Comme la Joconde, on est dans un autre monde. Dans une autre dimension, une autre planète et l'imaginaire. Qu'aurait été la Vénus de Milo si on avait eu les bras ? Oui, ça, ou si on les retrouve. Est-ce qu'on peut faire un petit... Il faudrait refaire des fouilles, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez raison que ça a participé au mystère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un mystère Vénus de Milo. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, on vient dans les musées aussi pour qu'on nous raconte des histoires. Avec la Vénus de Milo, on peut raconter une histoire. On peut raconter l'histoire de sa découverte, l'histoire de ses bras. On peut raconter un voyage en Grèce. Les gens racontent leur voyage en Grèce, quoi. Et donc, donc Madame le rappelait, quand on a restauré la victoire de Samothrace, en faisant appel à une forme de mécénat populaire, les gens nous racontaient des histoires de leur relation personnelle à ces statues. Des gens qui nous disaient, c'est là que j'ai demandé ma femme en mariage. C'est là que j'ai fait une photo avec mon fils quand il avait 10 ans. Enfin, ils nous racontaient leur histoire de la victoire, qui n'avait rien à voir avec la victoire de Samothrace, mais qui était leur lien affectif avec ces statues. Voilà, le musée, c'est ça. Et la Grèce, c'est ça. Parce que finalement, on a aussi cette relation particulière. Déjà, un Européen qui n'est pas allé en Grèce, ce n'est pas un Européen. Donc, voilà. Donc, et on a cette relation particulière avec ce pays. Merci infiniment pour ce moment que vous nous avez consacré, Jean-Luc Martinez, et merci aussi pour ce lien que vous consolidez depuis toutes ces années, bien avant d'être le président du Louvre, par conviction et peut-être aussi par connexion intellectuelle ou artistique, et cette sensibilité qui fait de vous une personnalité très aimée en Grèce. Merci d'avoir accepté cet entretien, de nous avoir accueillis ici dans cet endroit où le génie est accessible à tous. Merci. Merci Nicolas. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.